Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Dernière ligne droite au compte du numéro de ce mercredi. À présent, la parole à notre invité du jour, Monsieur Dominique Wert. Il est le représentant de EKES au Mali. Il est en notre compagnie pour évoquer les transitions dans les trois pays, au Burkina Faso, au Mali et en Guinée. Bonjour à vous, Monsieur Wert. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs. Bienvenue. Et les téléspectateurs, puisque maintenant, je sais que nous sommes aussi sur le digital. filmés. Bien, allez. Première question avec vous, cabinet. Alors Dominique, vous étiez récemment au Burkina, quelques jours avant donc le second Tout à fait. version Traoré. Est-ce qu'il faut craindre aujourd'hui Un effet domino dans les sites, Non, je pense dans les que trois pays. dans ces trois pays? je pense que Non, non. plutôt dans les deux autres pays. Oui, Ouais. dans les deux autres pays. Ouais. Non, et attention, parce qu'il pourrait aussi y avoir des coups d'État dans d'autres pays Pourquoi voisins pas? Ouais, pourquoi pas? de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas que ces trois-là. Aujourd'hui, c'est évidemment ces trois-là, mais on sait qu'il y a quand même des instabilités aussi dans les pays voisins du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso. Alors non, je ne pense pas qu'il va y avoir ou qu'il pourrait y avoir un effet de domino parce que moi j'ai eu la chance, entre guillemets, de faire les trois pays. Très récemment, bien entendu, puisque je suis basé au Mali, je suis venu ici plusieurs fois depuis le coup d'État du 5 septembre, Ouais. je suis allé au Burkina voir aussi plusieurs fois ce qui se passait, et c'est vrai que la situation est très différente dans les trois pays. Ouais. Même si on Aidez-nous a à eu comprendre, trois voilà. coups d'État Quelles sont les militaires. similarités et quelles sont les particularités? Alors, la similarité, c'est que ce sont évidemment des militaires qui ont renversé un pouvoir civil. En disant, voilà, maintenant, vous n'êtes pas arrivé au bout de ce que vous aviez promis de faire, et donc on vous démet, et nous, on va essayer de résoudre les problèmes que ces trois pays traversent. Donc, ça, évidemment, la similarité, c'est bien entendu le fait que ce sont des militaires qui ont démis des civils qui, généralement, étaient élus. Ouais. Puisque au Burkina Faso, Roch était élu. En Guinée, c'est pas la peine de vous dire que Alpha Condé était élu, même si il y a quelques ombres sur le troisième mandat ou sur les élections et surtout le fameux référendum sur la nouvelle constitution ici en Guinée. Et évidemment au Mali, Ibeka a été élu aussi. Tout à fait. Et donc ces trois pays traversent une crise de gouvernance. Qui fait que les militaires doivent monter au créneau et mouiller la chemise, comme ils disent, et prendre les choses en main. Donc ça, c'est la similarité. Maintenant, la différence, c'est d'abord les cultures ne sont pas les mêmes. Ouais. La culture burkinabé est très différente de la culture malienne. La culture malienne n'est pas tout à fait pareille à celle de la Guinée, même si on sait bien que c'est l'ancien grand royaume du Mali, mais n'empêche que c'était il y a quelques années et qu'aujourd'hui, chaque pays s'est forgé et a construit sa culture qui fait que, bien entendu, on ne peut pas comparer un Guinéen d'un Malien ou d'un Burkinabé. Oui, tout à fait. Mais Dominique, quelque chose qui frappe et qui a, en tout cas, semble avoir pris tout le monde de court, c'est le fait que des trois putschistes, des trois présidents de transition, celui qui semblait être le bon élève, celui qui était considéré comme le plus coopératif, en tout cas du point de vue de la communauté internationale et de la CEDEAO notamment, c'est ce dernier qui a été victime d'un autre putsch. Je parle bien entendu de Damiba. Damiba, oui, bien entendu. Et qui a même été invité par le Conseil de sécurité de l'ONU. Comment comprendre cet état de fait? Ah ben moi je pense que, vous savez, il y a un communiqué qui est sorti qui n'a pas été très public, le 26 septembre, 4 jours avant le deuxième coup d'État, le coup d'État au Burkina. Ouais. Et c'est un communiqué de la France qui propose à Damiba, et donc à la junte militaire du premier coup d'État, une aide substantielle militaire et civile. Je pense qu'il y a encore dans certains corps de l'armée quelques ressentiments contre l'ancien pouvoir colonial français, et que dans l'armée burkinabé, il y en a qui se sont dit
est-ce qu'on va faire comme le Niger, c'est-à-dire est-ce que la France va, puisque la France a quitté le Mali avec la fameuse opération Barkhane, elle s'est retranchée sur le Niger, mais vraiment à la frontière du Mali. Et donc, comme on sait que la frontière est poreuse, on ne sait même pas si les Français ne sont pas encore au Mali. Peut-être qu'ils sont encore là, ou en tout cas, qu'ils font des exactions, ou en tout cas, pas des exactions, mais en tout cas des opérations militaires pour traquer les djihadistes sans que le pouvoir malien ne soit au courant. C'est fort possible, puisque c'est le désert, et on sait bien que la grande différence aussi, pour revenir à votre première question, entre la Guinée, le Burkina et le Mali, c'est que la Guinée est le seul pays qui contrôle 100% de son territoire. Et tandis que le Mali, pouvoir malien de la junte militaire malienne du colonel Goïta, ne contrôle que 40% du territoire. Et au Burkina, est-ce que ce serait une des raisons pour lesquelles aussi Damiba a été démis? Il semblerait qu'au lieu de regagner du contrôle du terrain par l'armée burkinabé et donc par Damiba, les djihadistes ont repris d'autres portions du territoire, ce qui veut dire que le territoire contrôlé par Damiba quand il a fait le coup d'État en renversant Roch, eh bien le territoire contrôlé par l'État burkinabé a diminué. Avec son arrivée et son coup d'État de janvier de cette année. 2024. Est-ce que vous êtes en train peut-être de laisser entrevoir une sorte de refus d'une partie de l'armée de voir venir cette aide militaire que la France annonce et qui pourrait laisser entrevoir l'installation, justement, en tout cas, le déploiement de l'armée française au Burkina, aux frontières avec le Mali? Oui, je pense que c'est une et quand on sait aussi qu'il y a une base militaire française. Oui, bien entendu. Au Burkina. Oui, en quoi ça a changé? Mais il faut voir qu'il y a quand même... D'abord, il faut aussi voir que ceux qui ont pris le pouvoir au Burkina aujourd'hui, donc le deuxième coup d'État avec Traoré, avec le capitaine Ibrahim Traoré, ils sont très jeunes. Et moi, j'étais pas là puisque j'ai pris l'avion le mercredi, le coup d'État a eu lieu le vendredi, mais j'ai évidemment des amis là-bas, dont un ancien commissaire de la Commission électorale nationale indépendante du Burkina, qui est un grand ami, qui est venu d'ailleurs plusieurs fois ici faire des formations, qui a fait le tour le vendredi matin. Donc le coup d'État a eu lieu entre 4h du matin et midi et demi. Il a pu circuler quand même dans Ouagadougou et il a vu à tous les carrefours stratégiques, les jeunes avaient moins de 30 ans. Alors, c'était pas des enfants soldats, hein, faut pas dire n'importe quoi. Mais c'était vraiment des très jeunes militaires, vraiment moins de 30 ans, entre 20 et 30 ans. Et quand on voit le capitaine Traoré, il a 34 ans. Alors bon, c'est pas un problème. Je veux dire, il ne faut pas être vieux pour être président ou pour diriger un pays. On voit bien dans certains pays qu'il y a quand même des jeunes chefs d'État. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu interpellant. Ouais, justement, sur la venue de ce jeune capitaine à la tête du Burkina, on a vu que Damiba, pour quitter, il a notamment signé un document. Donc, il a soumis aux nouvelles autorités du pays un certain nombre d'engagements, de recommandations. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce capitaine à la tête du Burkina pourra notamment respecter les engagements qui sont pris? Est-ce que, notamment ceux avec la CEDEAO. Voilà, notamment avec la CEDEAO. Moi, la première question que je me pose, c'est va-t-il rester et combien de temps? Parce que ce n'est pas impossible que nous ayons troisième coup d'État. Puisqu'un coup d'État entraîne forcément un autre. Voilà. Soit maintenant sauf en dans Guinée, le temps. Sauf en Guinée. Bien. Et encore au Mali, c'était un peu différent puisque c'est lui-même qui a repris le pouvoir. Effectivement, Il avait été contraint de donner le pouvoir aux civils avec un premier ministre et un président, vous vous rappelez. Et puis il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Du coup, il a dit moi, je vais me faire à moi-même mon deuxième coup d'État. On met les gens en prison. Oui, mais Dominique, au Burkina. Monsieur Dominique, excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. Oui, excusez-moi. On est en situation justement de direct. Au Burkina, le président, en tout cas le nouveau, Ibrahim Traoré, laisse entrevoir des assises qui devaient déboucher à la désignation ou d'un civil ou d'un militaire. Oui, tout à fait. Est-ce que si ça devait être un civil, en tout cas quelqu'un d'autre que lui, le scénario malien qui a vu Goïta laisser un civil présider et reprendre la main, est-ce que cela n'est pas... Oui, c'est une option qui est tout à fait possible. Maintenant, on va voir. Hein.
il faut quand même voir qu'au Burkina, bon, la classe politique est quand même un petit peu remise en question par tout le monde, avec un peu de fatigue du pouvoir, avec un peu de corruption, avec un peu de malgouvernance. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une classe politique au Burkina qui est plutôt prometteuse. Et donc, on pourrait avoir un civil, par exemple, comme président de la transition, qui s'accommode bien avec les militaires et où finalement il y a un accord entre les deux. Moi je pense que de toute façon, pour reprendre le cas du Burkina, tout ce que a mis en place Damiba, c'est-à-dire la charte de la transition, c'est-à-dire la mise en place de l'Assemblée législative de transition, puisque ici on a un CNT, là-bas on a un ALT, ALT, l'Assemblée... Assemblée nationale de transition. Oui, c'est ça. Législative de transition. Législative, voilà. Ouais. Assemblée législative de transition. Ouais. Et donc, tout ça, je pense... Bon, il a dit qu'il avait tout dissous, qu'il n'y avait plus de gouvernement, que même la société civile était interdite de fonctionner, que les médias étaient à moitié contrôlés. Mais ça ne va pas durer. Donc, il est clair qu'il va y avoir... Et je pense que la réaction de Damiba est relativement à saluer. Il faut quand même saluer son courage d'avoir empêché le bain de sang, parce que le bain de sang était à deux doigts un affrontement fratricide. Avec vraiment une tentative de guerre civile qui aurait pu vraiment tourner dans le sang, hein, vraiment tourner mal. Bien. Dominique Wert, représentant de Caisse au Mali, notre invité. Allez-y, Mohamed Kaba. Alors, M. Vert, aujourd'hui en Guinée, la situation s'enlise. Le CNRD et la classe politique se regardent en chien de faïence. L'arbitre CEDEAO a pris des sanctions contre la Guinée. Et nous avons une date butoir jusqu'au 22 octobre. Si les engagements ne sont pas respectés après cette date, à quoi faut-il s'attendre désormais? Moi, je pense qu'il y aura encore... un tour de vis qui va se serrer et que les sanctions risquent d'être plus sévères et donc de déboucher sur ce qu'a connu le Mali au moment du deuxième coup d'État, c'est-à-dire la fermeture des frontières, ça peut être vraiment un boycott complet et un embargo. Bon, c'est vrai que à la différence aussi, pour reprendre encore sur votre première question, la grande différence entre les trois pays, c'est qu'il y en a deux qui sont dans la zone CFA et la Guinée qui a sa propre monnaie et sa propre banque centrale. Et c'est vrai que, par exemple, par rapport aux sanctions financières, c'est plus compliqué pour la CEDEAO d'appliquer des sanctions financières contre la Guinée que, évidemment, dans les pays qui ont le franc CFA et qui ont la fameuse union monétaire. Mais pour le cas de la Guinée, on a encore quelques jours. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui? Est-ce que vous sentez les autorités de la transition en fait, dans une espèce de volonté d'aller de l'avant et de pouvoir dépasser les incompréhensions avec la classe politique? Même si on trouve cette classe politique trop capricieuse, enchaînant les préalables avant toute participation à un cadre de dialogue. Bon, je pense qu'on a eu évidemment une petite période de trêve avec les festivités du 2 octobre. Il faut que maintenant, clairement, en effet, les autorités de la transition prennent d'abord, se concertent à l'interne, entre elles, et arrivent avec quand même des débouchés vers le 22 octobre qui pourrait permettre de justement ne pas encore aggraver la situation et les sanctions, parce qu'on sait que le coût de la vie augmente et que si on remet encore des sanctions supplémentaires sur la Guinée, c'est surtout le peuple qui va payer le coût de ces sanctions, le prix fort de ces sanctions. Hein. Ce n'est pas tellement les dirigeants. En ce moment, est-ce qu'il faut craindre des mais... convulsions sociales contre la junte? C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible qu'à un moment, on avait dit ça aussi au Mali, ce n'est pas arrivé pour le moment. Ouais. Sauf que les contextes sont différents. Oui, les contextes sont différents. Ouais. Mais quand même, la vie est aussi très chère au Mali. Hein. Ouais. Honnêtement, le coût de la vie a vraiment augmenté. Alors, c'est pas uniquement les coups d'État, bien entendu. Vous connaissez la situation internationale mondiale avec l'histoire, la guerre en Ukraine, avec l'augmentation des prix de l'énergie et du pétrole. Même s'il rebaisse un peu pour le moment, mais c'est clair que la situation mondiale n'est pas favorable. Et donc, les pays comme les pays de l'Afrique de l'Ouest et ceux qui sont évidemment sous sanctions sont encore plus vulnérables que les autres. Bien.
Oui. L'icône. Est-ce que, à votre avis, les coups d'État sont justifiables au Mali, en Guinée et puis au Burkina, par exemple les 2 premiers pays? On évoque des raisons sécuritaires, mais les militaires qui sont au pouvoir, jusqu'à présent, n'ont pas pu renverser la tendance. Non. En Guinée, l'argument placé le 3e mandat et tout ce que l'on peut appeler erreur du passé reviennent de plus belle. Est-ce qu'il y a des arguments aujourd'hui pour cette autorité de justifier leur coup d'État? Moi, je pense qu'un coup d'État n'est jamais vraiment justifiable. Évidemment, moi, je parle en tant que représentant du Centre européen d'appui électoral, et donc vous savez bien que dans le nom, on s'occupe notamment des élections, mais il est clair que nous sommes plutôt favorables à la mise en place de pouvoirs civils qui sont, bien entendu, qui arrivent au pouvoir par les urnes, et donc par tout un processus démocratique qui fait qu'il y a une légitimité de ceux qui prennent le pouvoir. Donc pour moi, évidemment, les coups d'État ne sont jamais justifiables. Ouais. Alors justement, Dominique, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, les caisses, je parle bien entendu des caisses, pour accompagner ces 3 pays en transition, notamment le Mali, vous êtes présent, et très prochainement, vous allez peut-être confirmer que vous allez revenir en Guinée. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On est déjà là avec un tout petit projet. Qu'est-ce qui est prévu dans votre agenda en termes d'appui électoral pour accompagner ces 2 pays dans le cadre du processus vers le retour à l'ordre constitutionnel? On a, je pense, une belle opportunité dans le sens où l'Union européenne et même les États membres, alors avec la France, vous savez bien que c'est toujours un peu compliqué dans ces 3 pays-là, mais bon, malgré tout, je veux dire, les relations diplomatiques existent. Ici, il y a une ambassade, au Mali, il n'y en a plus, au Burkina, il y en a une, Air France atterrit dans les 3 pays, mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu une réticence de la France de s'occuper, en tout cas, de tout ce qui est gouvernance, dans les projets de coopération. Par contre, l'Union européenne, je trouve, et les États membres ont bien compris qu'il ne fallait surtout pas attendre qu'il y ait un calendrier électoral et que les pouvoirs de transition se mettent en marche vers le retour constitutionnel, ou en tout cas le retour démocratique dans les 3 pays. Donc ils ont compris qu'il fallait travailler même avec une transition dont on reconnaît qu'il y a quand même quelques faiblesses, surtout quand on est communauté internationale. Mais ils sont honnêtement un peu moins forts, ou un peu moins brusques que nos amis de la CEDEAO. Bon, après, pour l'Union européenne, évidemment, il y a une distance qui fait que, sans doute, c'est plus facile. Ce plan, qu'est-ce qui se fait concrètement? Alors, concrètement, il y a donc maintenant 3 documents de projet 2 documents de projet, un au Burkina et un ici en Guinée, qui ont été déposés à la délégation de l'Union européenne, qui ont fait l'objet de consultations, bien entendu avec les partenaires dans les 2 pays en question, mais aussi avec l'Union européenne, et donc on a déjà eu des retours, et on a refait une 2e version, une 3e version, et donc on est maintenant après avec ce qui vient de se passer au Burkina, peut-être qu'il y aura un petit mois ou un mois et demi de retard, mais toujours est-il qu'on est dans un timing où tant au Burkina qu'en Guinée, on devrait démarrer courant ou vraiment début 2023. Alors le projet va être quoi? Le projet, c'est justement accompagner la transition dans son cheminement vers l'organisation et la préparation des élections. Donc, le processus électoral, mais pas uniquement, parce qu'on va vraiment travailler comme on l'a fait un peu par le passé. Ça va se traduire par quoi? On veut savoir. Vous avez déjà le projet, Dominique. Dites-nous un tout petit peu. Cet appui au processus de transition en Guinée, ça se traduira par quoi exactement? Notamment un appui direct au MATD, parce que vous savez que ça aussi, c'est une différence par rapport aux autres pays, puisque ici, il n'y a plus de CENI. Au Mali, ils ont dissous la CENI, mais ils ont remis une agence indépendante de gestion des élections, qui est une espèce de CENI, même si c'est un peu à la sauce des militaires, mais c'est pas grave. Et alors au Burkina, ils ont maintenu la CENI. Donc ici, avec le MATD, j'étais justement en réunion avec eux hier, encore, l'idée est vraiment de pouvoir les appuyer sur, d'une part, les services déconcentrés du MATD à l'intérieur du pays, où on sait tous qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, et donc l'idée est de voir si on pourrait pas mettre des motos pour les agents qui vont s'occuper de l'organisation ou de la préparation de l'organisation des processus électoraux, un peu d'informatique et un peu évidemment d'unité pour les téléphones, etc. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, l'idée est... Alors, je ne sais pas si c'est un scoop que je vous donne. Nous sommes preneurs. Oui, j'imagine. Bien entendu. Peut-être que vous êtes déjà au courant. Toujours est-il qu'il y a une réflexion profonde pour non pas aller vers le vote électronique, pas encore aller vers le vote électronique, mais en tout cas
envisager une solution informatique pour le retour des résultats. La remontée de tous les résultats se ferait avec une plateforme informatique et donc des téléphones portables et qui pourra être utilisés autant par la société civile lorsqu'elle fera l'observation domestique des élections, le monitoring, que par les agents une centralisation informatisée des résultats. Oui. C'est en tout cas une réflexion. Et ils nous ont demandé de réfléchir avec eux là-dessus parce qu'on a, nous, un système plus ou moins similaire au Mali que nous avons mis en place, mais lui, il est uniquement pour la société civile. Mais c'est un système qu'on peut tout à fait utiliser, même au niveau du MATD. Et donc, quelle est la place des médias dans ce projet en 30 secondes, c'est la dernière question. Il est là. La place des médias est là, mais vous savez très bien que les règles de l'Union européenne, malheureusement, font qu'on ne peut pas soutenir de structures privées comme FIM-FM, alors que nous, ça aurait été... ça aurait été un plaisir. Par contre, il est clair qu'au niveau de la synergie des médias, dans le cadre de la coordination, on va travailler ensemble. Oui, tout à fait. Ah oui, bien entendu. Voilà, et la haute autorité de la communication, c'est très bien. Et la maison de la presse, qui a déménagé, qui est maintenant acquitté. Et peut-être la GSP aussi. La GSP est évidemment dans le projet au niveau de toute la dynamique des sondages d'opinion. Oh là là. À hauteur de combien? Oh là là, mais attendez quand même. Tu vas pas vendre cabinet ici. Transparence oblige, à hauteur de combien? Moi, tant que c'est pas signé, je peux pas dire les mots. Cabinet, au moins, c'est 100 000 euros. Ah ouais? Voilà, allez. Ça n'est terminé. Le projet global, l'enveloppe globale va tourner autour de 5 millions. Autour de 5 millions d'euros, voilà. Là, quand même, quelques brutes d'infos. Allez, Ibrahim Babin Diallo, merci à vous tous. Merci, Dominique. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin, d'avoir répondu à notre invitation. Vous reviendrez quand vous le voudrez. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis aux 4 coins du monde sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Vous êtes également très nombreux à nous avoir pratiqué en province. Derrière nous, d'intégrer avec toute la team de Ousmane Tolo. Et puis ce sera les jeux avec Ravel. À demain. Au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.